Alors, on plonge direct dans une scène assez folle, filmée à la gare de Lyon, à Paris. Oh oui, cette histoire. Un homme dort, se fait voler son téléphone. Bon, il se réveille, un peu perdu, il titube et il tombe sur les voies. Et là, un métro arrive. Et il y a un témoin qui voit tout. Exactement. Il regarde la scène, mais il ne bouge pas. Et le plus dingue, c'est que c'est le voleur lui-même qui fait demi-tour et qui le sauve. C'est ça qui est incroyable. Comment expliquer ça? L'inaction du témoin. Je veux dire, Voilà, c'est la grande question. Pourquoi, face à une urgence évidente, quelqu'un reste passif? c'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On a des témoignages, des vidéos, des avis d'experts en sciences affectives. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les mécanismes psy sans juger personne, bien sûr. Absolument pas de jugement, juste comprendre. Prenons le cas d'Aurélia. Un témoignage assez fort. Elle est seule dans une rame de métro, tard le soir, D'accord. et elle entend ce qui ressemble vraiment à une agression, une jeune fille qui se fait embêter. Oui. Mais voilà, l'incertitude s'installe. Elle ne sait pas si c'est sérieux. C'est ça. Est-ce que c'est juste un jeu qui dérape? Est-ce que c'est une vraie agression? La peur monte. Pour la fille, mais aussi pour elle. Bien sûr. Résultat, elle se sent complètement paralysée. Incapable de bouger, même pour appuyer sur le bouton d'alarme qui est juste là à côté d'elle. C'est un exemple parfait de ce cocktail d'émotions qui peut nous submerger dans ces moments-là. Euh, la surprise, d'abord. Puis la confusion. On a peur de mal interpréter, de se ridiculiser. Exactement. Peur de l'embarras. Et puis, il y a la peur pour soi, tout simplement. Physiologiquement, ça peut déclencher ce qu'on appelle le freezing. Le freezing. C'est-à-dire, Une sorte de sidération, d'immobilisation physique. Ton corps se bloque. Et dans la tête, c'est le conflit. L'empathie dit « aide », la peur dit « sauve-toi ». Et parfois, ça bloque tout. L'action devient impossible. et j'imagine que ça se complique encore si on n'est pas seul témoin. Ah oui, tout à fait. Il y avait cette expérience filmée, là, un arrêt de bus, une fausse agression verbale. Les gens regardent, ils sont clairement mal à l'aise, détournent le regard. Mais personne n'intervient au début. C'est ça. Est-ce que le groupe nous paralyse collectivement? Mais c'est exactement ça. C'est le fameux effet témoin ou bystander effect en anglais. C'est un peu contre-intuitif, mais plus il y a de témoins, Moins on a de chances d'intervenir individuellement. précisément, il y a deux grands mécanismes. Le premier, c'est l'ignorance plurielle. En gros, je vois que personne ne réagit autour de moi. Donc je me dis que ce n'est peut-être pas si grave, ou que ce n'est pas à moi d'agir. Voilà. Chacun observe l'inaction des autres et en déduit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer ou d'intervenir. On se fie au groupe. On se regarde un peu tous, quoi. Il y avait cette vieille expérience de Darley et Latané, non? Avec l'interphone? Oui, très célèbre. Un complice simulait une crise d'épilepsie. Quand le participant pensait être seul avec la victime, il intervenait dans 85% des cas. C'est énorme. Et s'il pensait qu'il y avait d'autres témoins? Alors là, ça chutait drastiquement. 62% avec un autre témoin et seulement 31% s'il pensait être 5 autres à entendre. Incroyable. Et le deuxième mécanisme alors? C'est la diffusion de la responsabilité. Plus le groupe est grand, moins chaque individu se sent personnellement responsable d'agir. On se dit, quelqu'un d'autre va bien finir par le faire. C'est un peu ça. Pourquoi moi spécifiquement? La responsabilité est diluée. D'ailleurs, des études d'imagerie cérébrale par IRMF ont montré que les zones du cerveau liées à la préparation de l'action sont moins actives quand on s'imagine face à une urgence avec d'autres témoins. C'est fascinant. Et un peu troublant quand même. Mais est-ce que c'est une fatalité cet effet témoin? Non, heureusement. Des recherches plus récentes montrent que ça dépend beaucoup de la clarté de la situation. Ah oui. Si le danger est perçu comme évident, certain, sans ambiguïté, alors l'effet témoin diminue fortement. Quand le doute est levé, les gens agissent davantage, même en groupe. D'accord. Et j'imagine que l'évaluation du risque pour soi joue aussi. Évidemment, est-ce que je me mets en danger en intervenant? Ça reste un facteur décisif. Et après coup, comment on gère le fait de ne pas être intervenu? On a le témoignage de Marie. Elle entendait des cris d'enfants chez ses voisins, très suspects. Mhm. Elle a pensé à de la maltraitance, mais elle n'a rien fait. Elle s'est trouvée des excuses. C'est peut-être juste une punition, j'interprète mal, j'ai peur de me mêler de leurs affaires. Et elle vit mal avec ça, j'imagine. Elle raconte une culpabilité énorme, oui. Mais là, on touche à un autre mécanisme psy très puissant, la réduction de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive? C'est l'inconfort qu'on ressent quand nos actions ne correspondent pas à nos valeurs. Ne pas aider quelqu'un en danger, ça crée une tension interne si on se voit comme quelqu'un de bien. D'accord. Alors, pour réduire cette tension,
Notre cerveau va un peu réécrire l'histoire après coup. On va modifier notre perception de la situation. Genre, finalement, ce n'était pas si grave que ça. Exactement. Ou, de toute façon, j'aurais rien pu faire. C'était pas à moi d'intervenir. Quelqu'un d'autre allait le faire. Un peu comme les participants de l'expérience de Darley et Latané qui disaient que la crise n'avait pas l'air sérieuse ou que c'était aux chercheurs de gérer ça. C'est tout à fait ça. On rationalise pour maintenir une image de soi cohérente et positive. C'est une forme d'autodéfense psychologique en quelque sorte. Donc, si on résume un peu, notre réaction dépend de l'ambiguïté de la situation, de notre peur personnelle, du nombre de témoins présents Oui, via cette ignorance plurielle et la diffusion de la responsabilité. et de notre tendance ensuite à rationaliser notre comportement pour être en paix avec nous-mêmes. C'est une bonne synthèse, oui. Tous ces facteurs interagissent et montrent à quel point le contexte immédiat influence nos actes, parfois bien plus qu'on ne le pense. Ce qui amène une dernière question, peut-être un peu provocatrice. Je vous écoute. Si le contexte pèse si lourd, et si on a cette tendance à réajuster nos pensées après coup pour justifier nos actions ou nos inactions, quelle est la part réelle de nos convictions moraux profondes, notre fameuse boussole intérieure, sur l'aide à autrui dans ce qu'on fait sur le moment? Excellente question. Est-ce que ces convictions sont vraiment le moteur principal, ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt une construction a posteriori pour qu'on continue à se voir comme une bonne personne?